Bienvenue dans notre espace de débat et d'analyse. Il y a en ce moment même plus de planètes dans notre univers observable qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. C'est un chiffre qui donne toujours le vertige, oui. Exactement. Et pourtant, si vous criez dans ce vide cosmique, personne ne répond. Le silence est absolu. Pourquoi ? C'est toute la question. Voilà. Aujourd'hui, nous affrontons cette question millénaire par excellence, la question de la vie extraterrestre, et nous n'allons pas faire de la science-fiction, mais bien nous baser sur les données scientifiques récentes, les observations astronomiques, et les théories évolutives. Et la tension qui émerge de ces documents est absolument fascinante, vous savez, précisément parce qu'elle oppose deux logiques qui semblent toutes deux irréfutables. Tout à fait. D'un côté, on a un univers d'une immensité telle et si riche en ingrédients chimiques nécessaires à la vie que la présence d'extraterrestres semble mathématiquement inévitable. Mais de l'autre, Le silence. voilà, ce silence assourdissant. L'absence absolue de la moindre preuve concrète de leur existence vient fondamentalement remettre en question cette prétendue évidence. Alors, mon postulat aujourd'hui est clair. Je soutiens que l'échelle vertigineuse de l'univers, couplée à la découverte continue de mondes habitables et de molécules organiques complexes dans l'espace, rend l'existence de la vie extraterrestre hautement probable, voire certaine. Pour ma part, j'affirme que l'absence totale de preuves confirmées à ce jour, couplée aux immenses défis imposés par les mécanismes même de l'évolution, suggère tout l'inverse. Je suis convaincu que la vie, et tout particulièrement la vie complexe et intelligente, est une anomalie extrêmement rare. Eh bien, commençons par poser les dimensions physiques du plateau de jeu si vous le voulez bien. Car c'est là que tout commence. L'intuition humaine est neurologiquement mal équipée pour appréhender l'immensité dont nous parlons. Ah, ça c'est sûr. Prenons notre seule galaxie, la Voie lactée. Les estimations basses, je dis bien basses, indiquent qu'elle contient au moins 100 milliards de planètes. Et nous savons que l'univers observable contient lui-même des centaines de milliards de galaxies similaires. Les nombres sont immenses, c'est un fait incontestable. Mais ce ne sont plus seulement des probabilités dessinées sur un tableau noir, vous voyez. Concrètement, grâce à des missions astronomiques, comme celle du télescope spatial Kepler de la NASA, nous avons formellement identifié et confirmé plus de 5000 exoplanètes. C'est un bel exploit technologique, oui. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le comment. Nous ne voyons pas ces planètes directement. Kepler utilisait la méthode du transit. Imaginez un phare éblouissant à des kilomètres de distance et un moustique qui passe juste devant l'ampoule. Le télescope mesure donc l'infime baisse de luminosité causée par la planète, c'est ça? Exactement. Grâce à cette mécanique de très haute précision, nous avons découvert que plusieurs de ces planètes se trouvent dans la fameuse zone habitable. La zone boucle d'or, comme on l'appelle souvent en astronomie. Oui, cette distance orbitale parfaite, où il ne fait ni trop chaud pour que l'eau s'évapore, ni trop froid pour qu'elle gèle. La température permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Et l'eau, c'est le solvant universel qui permet à la chimie de devenir de la biologie. L'astrophysicien Carl Sagan disait un truc très juste. Ah, sur le gaspillage d'espace, je parie. Vous avez deviné. Il disait que l'univers est un endroit très vaste et que s'il n'y avait que nous, ce serait un terrible gaspillage d'espace. C'est une intuition mathématique que partageait aussi le grand Stephen Hawking. Alors j'aborde la question d'une manière différente. Les grands nombres sont incroyablement séduisants, je vous l'accorde sans peine. 100 milliards de planètes, l'eau liquide, tout cela crée une puissante illusion d'inévitabilité. Une illusion. Oui, parce que la méthode scientifique ne se construit pas sur des probabilités théoriques ni sur des citations célèbres, même celle de Carl Sagan. Elle se construit sur des preuves empiriques. Et c'est là que votre bel édifice statistique se heurte au mur de la réalité. C'est le cœur du célèbre paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, le physicien italien? Tout à fait. L'histoire raconte qu'en 1950, lors d'un déjeuner informel à Los Alamos, Fermi a fait un petit calcul mental rapide sur l'âge de la galaxie et le nombre d'étoiles. Et ensuite, il a posé une question d'une simplicité désarmante. Où est tout le monde? Où est tout le monde? Pensez-y au niveau purement mécanique. Notre galaxie a plus de 13 milliards d'années. Si les planètes habitables sont si courantes, des milliers de civilisations auraient eu des millions, voire des milliards d'années d'avance sur nous. Ce qui leur laisserait le temps de s'étendre. L'univers devrait être saturé de signaux radio, grouillé de sondes automatisées. Pourtant, que voyons-nous? Rien. Zéro absolu. Alors, nous voyons un espace qui nous paraît silencieux, certes, mais... Ce n'est pas seulement qu'il nous paraît silencieux. Des organisations très sérieuses comme le SETI Institute scrutent le ciel depuis des décennies avec des radiotélescopes géants.
Rien. Même les fameux UAP, les objets volants non identifiés qui passionnent le public aujourd'hui. Les vidéos de l'armée, oui. Voilà. Eh bien, elles ne résistent pas à l'analyse rigoureuse. Aucune preuve matérielle ou spectrale de vie extraterrestre n'a jamais été confirmée. L'abondance de planètes ne compense en rien ce zéro dans la colonne des preuves. Une équation statistique n'est pas une observation, vous savez. Je vois très bien pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous donner une perspective différente en me basant sur ce que nous trouvons effectivement dans le vide spatial, et pas seulement sur ce qui nous manque. Je vous écoute. Vous parlez de l'absence de preuves directes de vaisseaux spatiaux, d'accord. Mais regardons les preuves des conditions préalables à la vie. L'univers n'est absolument pas chimiquement stérile. Les astronomes ont détecté des molécules organiques complexes en plein cœur du vide intersidéral. Vous faites référence aux nuages moléculaires géants, j'imagine. Tout à fait. Et particulièrement au nuage Sagittarius B2, qui est situé près du centre de notre Voie lactée. Et comment on le sait, Payenne? Grâce à la spectroscopie. Chaque molécule absorbe certaines couleurs de la lumière stellaire. Une signature lumineuse, en somme. C'est ça. En analysant la lumière qui traverse ce nuage cosmique, nous y lisons la signature chimique claire de molécules basées sur le carbone. On y trouve littéralement les briques de la vie, les précurseurs indispensables à la formation des acides aminés et de l'ADN. C'est exact, des molécules comme le formiate d'éthyle, par exemple, y ont été détectées. Précisément. Alors, laissez-moi vous proposer une analogie pour illustrer mon point. Si vous vous promenez dans une immense ville et que vous découvrez que chaque cuisine de chaque appartement est remplie de farine, de sucre, de levure et d'œufs, D'accord, je vois où vous voulez en venir. il serait totalement illogique et, disons-le, d'une arrogance folle de penser qu'un seul gâteau a été cuisiné dans toute l'histoire de cette ville. L'univers a préparé les ingrédients de la vie et les a disséminés à une échelle industrielle dans chaque galaxie. Et donc, nous ne serions pas le seul gâteau. Voilà. Penser que la petite Terre est le seul four cosmique où la cuisson a réussi me semble être un anthropocentrisme dont nous devrions vraiment nous défaire. C'est un argument convaincant sur le papier, mais avez-vous considéré ce qui se passe réellement entre le mélange des ingrédients chimiques et, pour reprendre vos termes, la dégustation du gâteau biologique? La chimie prend son temps, bien sûr. Elle prend son temps, mais c'est surtout qu'avoir de la farine et du sucre sur un plan de travail ne garantit en rien la réussite d'un soufflet extrêmement complexe. J'irai même plus loin. Imaginez qu'une tornade traverse cette cuisine pleine de farine, d'œufs et sucre. Une tornade, Oui, une tornade aveugle. Et vous espérez qu'en retombant, les éléments se soient assemblés par hasard en un gâteau de mariage parfaitement cuit à 3 étages. C'est ça, la difficulté mécanique de ce dont nous parlons. Vous parlez de la biogénèse, là. Le passage de l'inerte au vivant. Exactement. La biogénèse, c'est ce moment précis, insaisissable et profondément mystérieux où la chimie inerte décide soudainement de s'organiser pour devenir de la biologie vivante capable de se reproduire. Et c'est ici qu'intervient l'une des théories les plus sombres de la science moderne. La théorie du grand filtre. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le mécanisme de ce filtre pour ceux qui l'ignorent? Le concept est redoutablement logique. L'hypothèse suggère que sur le très long chemin évolutif qui mène d'un nuage de gaz à une civilisation capable de coloniser l'espace, il existe au moins une étape, un goulet d'étranglement qui est d'une difficulté statistique presque insurmontable. Le filtre. C'est ça, le filtre. Avoir des molécules organiques dans Sagittarius B2, au fond, c'est facile. C'est la toute première marche d'un escalier infini. Mais ensuite, Il faut que ces molécules réussissent les biogénèses? il faut que cette vie simple unicellulaire trouve le moyen de devenir multicellulaire et complexe. Et la biologie nous montre d'ailleurs que sur Terre, la vie est restée sous forme de simples bactéries pendant des milliards d'années, avant de faire ce saut. C'est peut-être ça le filtre. Et même si la vie devient complexe, il faut survivre aux catastrophes planétaires naturelles. Les fameux impacts d'astéroïdes géants ou les supervolcans. Absolument. La nature est un environnement hostile. Et enfin, si par miracle une espèce devient technologique et intelligente, elle fait face au filtre ultime. Éviter sa propre autodestruction, le nucléaire, le climat, etc. Donc vous dites que le silence prouve que personne ne passe. Le fait que l'univers soit silencieux aujourd'hui suggère fortement qu'une loi implacable de la nature fait que presque toutes les civilisations potentielles échouent à franchir ce grand filtre. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs doivent se dire à ce stade, d'accord, mais peut-être que nous, les humains, avons déjà franchi ce fameux filtre. Peut-être que le simple fait du devenir multicellulaire ou de survivre aux dinosaures, c'était ça le miracle. C'est l'espoir optimiste, oui. Si le filtre est derrière nous, l'humanité est une exception miraculeuse et nous avons un avenir radieux. Mais j'imagine que vous penchez pour l'autre scénario. L'autre scénario, c'est que le filtre est devant nous.
et que toute civilisation qui découvre la technologie finit inévitablement par s'effacer elle-même en quelques siècles. C'est un point très fort, bien que je le formulerai un peu autrement. Vous parlez du silence radio absolu comme de la preuve irréfutable de l'efficacité de ce filtre meurtrier. Mais ce silence n'est peut-être qu'une illusion due à nos propres limites technologiques, Vous pensez qu'on ne cherchait pas de la bonne manière? ou avec notre conception très humaine de la communication. D'ailleurs, ce silence n'a pas toujours été total. Nous cherchons et parfois la machine s'affole. Nous trouvons des anomalies troublantes qui défient la physique naturelle. Ah, vous allez me parler de 1977? Oui, l'exemple le plus célèbre et le plus fascinant documenté par l'astronomie, le fameux signal WOW. En 1977, le radiotélescope Big Ear, dans l'Ohio, a capté un signal radio extrêmement puissant venant de la constellation du Sagittaire. Un signal qui a duré 72 secondes. Exactement, 72 secondes. Mais ce qui le rend exceptionnel, c'est comment il était structuré. C'était un signal à bande étroite, concentré autour de la fréquence de 1420 MHz. L'arrêt d'émission de l'hydrogène neutre. Vous l'avez dit. Et pourquoi est-ce capital? Parce que l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Toute civilisation intelligente connaissant un peu d'astrophysique saurait que c'est la fréquence universelle par excellence. C'est le canal que n'importe quelle espèce choisirait pour crier un grand bonjour à travers la galaxie. Mais les étoiles émettent aussi des signaux radio. Oui, mais les étoiles et les pulsars font du bruit radio sur de très larges bandes de fréquences et de façon très chaotique. Mais concentrer toute l'énergie sur une fréquence aussi précise, la nature ne fait pas ça. C'est la signature claire d'une émission artificielle. Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi cette ligne d'argumentation pose un problème fondamental dans la démarche scientifique. L'anomalie ne fait pas la règle. Pourtant, les données du télescope sont bien réelles. Le signal WOW de 1977 était puissant et intrigant, c'est indiscutable. Mais le critère numéro 1, l'épine dorsale de la méthode scientifique, c'est la reproductibilité. Le fait de pouvoir observer le phénomène à nouveau? Or, malgré des dizaines d'années de tentatives acharnées avec des instruments 100 fois plus sensibles pour écouter cette même région du ciel, le signal n'a jamais été détecté à nouveau. Bâtir un paradigme sur des anomalies uniques, non reproductibles, ça relève davantage de la soif humaine de croire que de la rigueur analytique. Mais l'univers est immense. S'ils ont envoyé un faisceau directionnel qui a balayé la Terre pendant 1 minute, il est tout à fait logique qu'on ne l'entende plus le lendemain. La Terre tourne, eux aussi. C'est là que le rasoir d'Occam intervient. La solution la plus simple est souvent la bonne. Si des civilisations avancées existaient en grand nombre, leurs signaux seraient constants, multiples, redondants. Mieux encore, ils modifieraient l'architecture de leur environnement. Avez-vous pensé aux sphères de Dyson? Ces hypothétiques mégastructures artificielles construites autour d'une étoile pour en capter toute l'énergie. Exactement. Une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, très avancée, aurait besoin de l'énergie entière de son étoile. Elle construirait des nuées de collecteurs solaires autour d'elle. Or, la thermodynamique est têtue. Aucune machine n'est efficace à 100%. Voilà. Toute civilisation consommant une énergie colossale doit inévitablement émettre de la chaleur résiduelle. Nous devrions voir des signatures d'infrarouge anormaux briller partout dans la galaxie. Et nous devrions voir des étoiles dont la lumière est bloquée de manière non naturelle. Mais peut-être qu'ils se cachent. Si une théorie justifie le manque de preuves par « il se cache délibérément », comme dans l'hypothèse du zoo que certains avancent, elle devient scientifiquement réfutable. L'univers est silencieux parce qu'il n'y a personne pour faire du bruit. Eh bien, je ne suis pas convaincu par ce raisonnement car il parle d'un présupposé massif. L'idée que nous cherchons le bon type de vie au bon endroit et avec les bonnes attentes technologiques. C'est-à-dire ? Vous projetez une mentalité humaine, presque impérialiste, sur l'univers en supposant qu'une espèce intelligente voudrait forcément construire des sphères de Dyson géantes et bruyantes. Mais plus importante encore, vous vous focalisez sur les civilisations avancées. Or, la forme de vie extraterrestre la plus probable n'est pas un ingénieur radio. Ah, vous voulez parler de la vie microbienne, j'imagine. Absolument. Des bactéries, des extrémophiles, vous avez raison sur un point. Chercher des mégastructures à l'autre bout de la Voie lactée est peut-être une erreur monumentale de perspective. Chercher sous le lampadaire, comme on dit. C'est comme chercher un phare de l'autre côté de l'océan alors qu'on n'a même pas regardé les algues sous notre propre bateau. Redescendons d'échelle et regardons dans notre propre système solaire. Les données que nous récoltons en ce moment même révolutionnent notre compréhension de l'habitabilité. Vous parlez des missions robotiques en cours, bien sûr. Oui,
Prenons Mars par exemple. Nous savons aujourd'hui avec une certitude physique qu'elle n'a pas toujours été ce désert rouge et irradié. Les orbiteurs ont cartographié les traces géologiques d'anciens fleuves. Le rover Perseverance explore en ce moment même le cratère G0, Oui, un site très bien choisi d'ailleurs. parce que c'est le lit asséché d'un ancien delta de rivière. Il gratte la roche martienne pour y chercher précisément des biosignatures de vie passée. Mais il y a plus fascinant encore, et cela se passe beaucoup plus loin, autour des géantes gazeuses. Je veux parler d'Europe, la lune de Jupiter, et d'Encélade, la lune de Saturne. Les mondes océans, ce sont des cibles de choix. Exactement. À première vue, ce sont juste des boules de glace mortes. Mais les sondes spatiales ont découvert que sous cette épaisse croûte de glace se cachent des océans liquides géants et profonds. Et comment de l'eau peut-elle être liquide si loin du Soleil? Le mécanisme est sublime. Ce n'est pas le rayonnement solaire qui les chauffe, C'est la gravité. c'est la gravité. Ces lunes sont littéralement malaxées par la gravité colossale de Jupiter et Saturne. Un processus appelé chauffage par effet de marée. Imaginez une balle de squash qu'on presse et relâche frénétiquement dans la main. La friction interne de la gomme génère de la chaleur. C'est une excellente analogie géologique. C'est exactement cette friction gravitationnelle au cœur de la Lune qui fait fondre la glace en profondeur et maintient des océans entiers à l'état liquide. L'eau, la chaleur, les nutriments organiques. C'est là, à notre portée céleste, la preuve potentielle que l'univers génère les conditions de la vie partout où la mécanique physique le permet. Alors, je vous rejoins sur un point. D'un point de vue strictement astrobiologique, ces environnements océaniques sous-glaciaires sont extraordinaires. L'eau y est de surcroît protégée des radiations cosmiques mortelles par des kilomètres de glace solide. Donc on est d'accord sur le potentiel. C'est une science rigoureuse, oui, et ce sont de loin les candidats les plus crédibles pour abriter des écosystèmes microbiens dans notre voisinage. Le mécanisme du chauffage par effet de marée est une merveille de la physique. Cependant, Ah, je sens arriver le coup près. cela ne résout pas notre problème initial. Même là, malgré des sondes fantastiques comme Cassini qui ont traversé les geysers d'Encélade, nous n'avons encore rien trouvé de vivant. Nous avons découvert des promesses formidables d'habitabilité, pas la moindre preuve d'habitation. Et surtout, il y a un corollaire terrifiant à ce que vous venez d'avancer. Terrifiant. Qu'est-ce qui pourrait être terrifiant dans une découverte scientifique majeure? Oui, terrifiant. Si la mission Persévérance trouve effectivement des traces de microbes morts fossilisés sur Mars, ou si une future sonde découvre des bactéries nageant dans l'océan d'Encelade, cela pourrait paradoxalement être la pire nouvelle possible pour l'humanité. Attendez, je vais être sûr de bien comprendre. Vous suggérez que la découverte de la plus grande nouvelle scientifique de l'histoire, qui prouverait que nous ne sommes pas seuls, validerait en fait un scénario pessimiste. En quoi trouver de la vie serait une mauvaise nouvelle? Parce que cela validerait la nature meurtrière du grand filtre dont nous parlions tout à l'heure, et surtout cela prouverait que ce filtre se trouve devant nous et non derrière nous. Comment ça? Suivez la mécanique évolutive. Si la genèse de la vie basique, la fameuse abiogenèse, est un mécanisme chimique si facile qu'elle s'est produite 2 ou 3 fois de manière indépendante, rien que dans notre tout petit système solaire, cela signifie que passer de la matière inerte aux microbes n'est absolument pas le grand filtre. Ah. Donc la galaxie devrait regorger de planètes couvertes de bactéries. Exactement. Mais puisque nos télescopes nous montrent que le ciel reste silencieux, sans aucune sphère de Dyson, sans aucun signal radio d'une intelligence avancée, cela impliquerait que le grand filtre, le mur infranchissable de l'évolution, se trouve plus tard dans le développement. Quelque part entre la bactérie et l'empire galactique. Il se situerait probablement quelque part entre l'état de civilisation technologique balbutiante que nous connaissons aujourd'hui sur Terre et le stade de civilisation interstellaire. Si nous trouvons des microbes morts sur Mars, cela prouverait que la vie naît extrêmement facilement, mais qu'une force universelle l'éradique systématiquement ou la pousse à s'autodétruire avant qu'elle ne puisse coloniser les étoiles. C'est effrayant, en effet. Mécaniquement, cela signifierait que notre propre disparition imminente en tant qu'espèce technologique est statistiquement presque certaine. C'est un retournement de perspective vertigineux, je l'admets volontiers. On passe de l'émerveillement astrobiologique à l'effroi existentiel en une seule déduction logique. Mais cela illustre parfaitement pourquoi l'étude de ce sujet transcende la simple astronomie pour toucher à la philosophie de la survie de notre propre espèce. Tout à fait. C'est bien plus qu'une question de télescope.
Pour résumer ma position à la lumière de notre échange, je dirais que la dynamique des découvertes technologiques et astronomiques de ces 2 dernières décennies pointe résolument vers un univers structurellement fertile. Même si cet univers fertile reste pour le moment totalement invisible. Certes, mais la confirmation des exoplanètes transitant dans des zones habitables, la découverte de la mécanique thermique maintenant l'eau liquide sous la glace des lunes de Jupiter et de Saturne, et l'identification de précurseurs organiques dans le gaz interstellaire, tout cela prouve que l'architecture même de l'univers est configurée pour permettre à la vie d'émerger. Les briques sont là, oui. Les conditions chimiques et physiques sont réunies à une échelle si vaste qu'elles défient l'imagination. C'est ce qui justifie l'optimisme inébranlable des astrobiologistes. Nous ne cherchons plus une aiguille dans une botte de foin. Nous réalisons par la physique fondamentale que la botte de foin est potentiellement et chimiquement faite d'aiguilles. Et pour synthétiser ma perspective, je maintiens qu'aussi séduisante et élégante que soit cette abondance mécanique de conditions favorables, elle se brise sur le mur implacable de la réalité empirique. Le fameux zéro absolu de preuve. Voilà. Tant que nous n'avons pas de preuves tangibles, vérifiables et reproductibles, le paradoxe de Fermi résonnera non pas comme une curiosité théorique, mais comme un avertissement solennel. L'absence de chaleur résiduelle artificielle, l'absence de signaux continus et l'hypothèse effrayante du grand filtre nous obligent à la plus grande prudence. Une leçon d'humilité cosmique, en somme. Exactement. Nous devons considérer avec une profonde humilité que la transition vers une vie complexe, intelligente et durable n'est pas une simple inévitabilité statistique dictée par l'eau et le carbone. C'est peut-être une exception miraculeuse et extraordinairement fragile, une anomalie majestueuse dans un cosmos dominé par le vide, la radiation et la matière inerte. Bien que nos interprétations de ce grand silence actuel divergent fondamentalement, je pense que nous pouvons converger sur une certitude partagée. La démarche scientifique exige de nous de ne jamais cesser d'interroger ce vide. Absolument. Il faut continuer de chercher. Que ce soit à travers les roulantes et méthodiques du rover Perseverance grattant l'argile martienne, l'écoute patiente et algorithmique des signaux radio par les supercalculateurs du SETI, ou l'analyse spectrale des atmosphères d'exoplanètes lointaines par le télescope spatial James Webb, c'est seulement en perfectionnant nos outils que nous sortirons du domaine de la probabilité pour entrer dans celui de la certitude. Tout à fait d'accord. C'est là toute la beauté et la noblesse de la méthode scientifique. Elle ne se contente ni du pessimisme philosophique, ni de l'optimisme béat. Elle exige des données mesurables. La vérité est dans les données. Les prochaines décennies de notre exploration spatiale nous diront enfin si nous sommes une simple étape banale dans un univers grouillant d'évolution biologique ou si nous sommes les seuls et uniques gardiens de la conscience dans une galaxie silencieuse. C'est une pensée abyssale pour clore notre échange d'aujourd'hui. Nous vous invitons, chers auditeurs, à réfléchir par vous-même à la signification mécanique et philosophique de ce vaste cosmos à la lumière de ces 2 perspectives. Le débat reste ouvert. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers un ciel étoilé clair ou que vous penserez à la complexité d'une simple réaction chimique, demandez-vous si la prodigieuse équation de la vie est en train de se résoudre en secret sous la glace ou sur une planète lointaine à des millions d'années-lumière d'ici. Ou si, au contraire, l'humanité est la seule étincelle accidentelle, le seul souffle de conscience allumé dans cette nuit sans fin. Bonne réflexion à tous et à bientôt.